l'EPS. Physique et sportive. Physique et sportive. Soirée de l'EPS numéro 5. Bienvenue. Faut-il des barèmes mixtes? La question n'est pas simple. Elle se pose depuis très longtemps dans le monde de l'éducation physique et sportive. Quoi, du moins, pendant très longtemps, dans le monde de l'éducation physique et sportive, il y avait des barèmes pour les garçons et des barèmes pour les filles. Un peu comme il y a d'ailleurs des distances dans les crosses pour les garçons et des distances pour les filles. Cette division, elle part du principe que les garçons ont en moyenne de meilleurs résultats que les filles, et donc qu'il fallait des barèmes différents pour essayer justement de faire mieux réussir les filles, ou en tout cas de comparer les garçons et les filles. Pourtant, quand on regarde un peu plus près, dans nos classes, on constate que parfois, entre deux garçons ou entre deux filles, il peut y avoir plus d'écart qu'entre les filles et les garçons. Alors, comment on peut se sortir de cette affaire-là? Ça devient d'autant plus sensible qu'on aborde la question des barèmes au niveau du bac. Alors là, tout de suite, la question devient plus difficile et plus compliquée puisqu'elle est aussi traversée à travers d'autres enjeux que simplement l'idée de dire est-ce que les garçons ou les filles pourraient réaliser le même type d'épreuve. On propose des barèmes souvent différents, aussi avec l'idée qu'on voudrait réduire l'écart entre les garçons et les filles. Mais pour autant, est-ce qu'on a un impact sur la performance des filles? On constate même, d'ailleurs, qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de démarches qui sont bien plus compensatrices des inégalités que d'un travail réel pour essayer de faire mieux réussir les filles. Alors, face à cette difficulté, la tentation est grande de soit être sur une performance simplement autoréférencée, il n'y aurait plus de performance qui serait comparée par rapport à la norme générale, soit inversement d'avoir des barèmes qui seraient identiques pour tous et toutes. Mais alors, pour autant, est-ce que l'idée d'aller avoir un barème pour tous et toutes serait vraiment un mouvement vers plus d'égalité? Notre discipline a construit quand même depuis de nombreuses années de nombreux dispositifs pour travailler ces questions d'égalité. Et aujourd'hui, à travers cette question de l'évaluation, on va questionner et travailler avec plusieurs invités ce soir. Avant de rentrer dans le cœur de la soirée, un petit détour, comme d'habitude dans l'introduction de ces soirées, sur la question de l'actu de l'éducation physique et sportive. Petit point d'information sur la situation à l'UNSS. Donc, grâce à notre action, que ce soit le SNEP avec les militants et avec bien sûr l'ensemble des collègues à différentes occasions, Olivier Giraud a été enfin démis de ses fonctions. Pour rappel quand même, le SNEP, ça fait plusieurs années finalement qu'il alerte sur un certain nombre de dysfonctionnements au sein de l'UNSS. On peut souffler d'avoir été enfin entendu. Il est suspendu, on attend la suite. Un administrateur provisoire devrait être nommé dans les jours qui viennent pour prendre le relais, le temps que M. Giraud passe en commission de discipline. On attend en tout cas du ministère qu'il y ait une décision forte qui soit prise, parce que l'UNSS, c'est un outil d'émancipation pour les jeunes, et les profs de PS ont à cœur de le faire fonctionner, que tous les jeunes puissent continuer de pratiquer le sport dans ces conditions. Donc aujourd'hui, on est dans un contexte international très compliqué, une situation géopolitique dangereuse, dans un climat tendu, mais le SNEP continue d'affirmer en tout cas qu'il revendique la paix et qu'il revendique une issue diplomatique des conflits. On ne veut pas de nouveaux morts et surtout, on ne veut pas d'une escalade dans des conflits qui font des milliers de morts dans les populations civiles qui n'ont pas choisi ces guerres-là. D'autre part, il ne faudrait pas que ce contexte international vienne peser sur l'ensemble des mouvements sociaux qui pourraient exister, notamment au niveau national, que ce soit sur les questions des retraites, les questions des salaires, les questions des conditions de travail. On voit bien que certains gouvernements pourraient jouer sur ces paramètres pour éteindre tout mouvement social. Sauf qu'on voit bien aussi qu'il y a des choix très clairs qui sont faits, puisqu'on vient de trouver 800 milliards pour le réarmement, et nous n'avons pas trouvé
au niveau national des sous au niveau du budget, pour les services publics, pour tout ce qui va préserver en partie les gens contre les inégalités et pour tout ce quoi on se bat, et notamment le droit à l'éducation, le droit à la santé. Et donc aujourd'hui, il y a des réels choix qui sont faits et nous, on en réclame d'autres. C'est là, la semaine dernière, on a eu une mobilisation inédite le 8 mars. Donc on peut aussi avoir de l'espoir sur ce qui peut se passer, se dérouler dans les semaines à venir, puisque le 8 mars, la journée internationale des droits des femmes, on a revendiqué tant sur les retraites que sur les salaires. C'est la question de l'égalité au sens large du terme. Et donc tout ceci laisse quand même envisager des suites. On compte là-dessus. La question de l'égalité est une question importante, parce que quand on se bat pour le droit des femmes, on se bat pour les droits de toute la population, et on voit que cette question a été largement prise en main. Elle nous questionne tous les jours, tout le temps. C'est pour ça que à la suite de cette petite introduction, vous allez avoir un débat sur l'égalité à travers les barèmes en éducation physique et sportive. La jeunesse a aujourd'hui besoin d'une autre perspective que celle de la guerre. Alors, nous avons ce soir avec nous plusieurs invités. Certaines sont en ligne et nous allons les accueillir. Donc, Lucille Grèce, qui est membre de la direction nationale du SNEP FSU et qui travaille notamment sur les questions d'égalité. Bonsoir Lucille. Nous avons aussi avec nous sur le plateau Fabienne Gélonier, qui est professeure en STAPS à Chambéry. Bonsoir Fabienne et merci de t'être déplacée jusque ici au SNEP pour l'enregistrement de cette soirée. Nous avons aussi Nathalie Monnier, que l'on présentera plus précisément, qui appartient à un collectif de travail qui se nomme les didacticiennes atterrées. Elle nous présentera leurs réflexions et elle sera plusieurs fois notre invitée dans ces soirées-là, puisqu'on essaie d'engager un travail autour des questions didactiques, un peu comme une permanence. Bonsoir Nathalie et merci beaucoup d'être présente avec nous ce soir. Aurélia Vavelet aussi, qui est professeure de PS dans l'Académie de Reims. Bonsoir Aurélia et merci beaucoup d'être là. Et nous avons deux autres invités. Un premier qui n'a pas pu venir finalement, qui s'appelle Aurélien Broussal. Et donc on a fait une petite interview, on vous la présentera dans la soirée parce qu'il a des impératifs, notamment à Londres. Et Johan Fortune, qui est historien et qui devrait sortir d'une réunion du Conseil national pour pouvoir répondre à quelques questions. Et nous espérons le retrouver bientôt en ligne. Alors, Fabienne, on va commencer par toi cette soirée. Donc, tu es professeur de PS en STAPS à Chambéry. Ça fait très longtemps que tu travailles autour de cette question. Ça fait plusieurs années. On a pu lire certains de tes articles sur le site de Contre-Pied où tu avais déjà partagé ta réflexion sur le sujet. Alors, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui a motivé cette réflexion et cet engagement dans tes travaux, puisque tu as fait quand même de nombreux travaux autour de ce sujet-là? D'accord, donc déjà, je voulais vous remercier pour l'invitation à cette table ronde. Donc, je vais revenir un petit peu sur l'historique qui m'a mené à penser cette mixité dans l'évaluation. Eh bien, en 2009, j'ai réalisé une recherche-action sur la question des filles et des garçons en course d'orientation. J'ai étudié une population depuis l'école des élèves de l'école primaire jusqu'aux étudiants STAPS. Il y avait à peu près un échantillon de 600 apprenants. Et le constat que j'ai pu faire suite à ces observations sur le terrain en éducation physique, c'est qu'il n'y avait pas une différence significative du côté des capacités à s'orienter chez les apprenants, qu'ils soient garçons ou filles. Donc, forte de ce premier constat, je me suis dit, mais finalement, qu'est-ce que je vais faire de cette mixité-là? Et j'ai fait le choix de ne pas catégoriser mes apprenants du point de vue de leur sexe et de ne pas les discriminer dans les modalités d'évaluation non plus. Alors, pour moi, la notation basée sur des barèmes différenciés selon les sexes vise effectivement à réduire l'écart de notes entre les filles et les garçons. C'est le principe, on va dire, partagé. Mais paradoxalement, pour moi, cet effacement évaluatif des différences, finalement, envoie un message implicite aux filles. Elles sont moins performantes que les garçons. Et l'institution valide cet écart de performance et donc réajuste cette différence de performance.
Donc, moi, ce principe-là, je me suis dit, non, je vais essayer d'aller plus loin, c'est-à-dire de permettre aux filles qui sont finalement peut-être moins performantes dans un premier temps de progresser. Et les situations d'apprentissage et d'évaluation, des situations d'évaluation que je propose, elles vont effectivement s'ancrer sur la progression de tous les individus du groupe, quel que soit leur sexe et quelles que soient leurs compétences. Donc, c'est vraiment le principe qui m'anime, en sachant que la recherche de la performance motrice, pour moi, c'est un puissant levier de progression et que voilà, je suis pour que les élèves continuent à performer, se comparent, parce qu'il y a de la motivation, il y a du plaisir, il y a de la joie dans ces pratiques-là, quoi, de performance. Euh, J'irai un Non? petit peu plus loin après sur Oui, les merci. modalités Tout à fait, de... tout à D'accord, fait. très Donc, bien. merci pour cette première petite présentation. On voit que tu essaies justement de conseiller, on va dire, cette question de la performance, tout en, on va dire, relevant le défi de dire que toi, tu veux proposer qu'un seul barème. Donc, tu rentreras plus en profondeur pour nous dire comment ça se joue, Très bien. comment finalement, tu fais en sorte pour que tes élèves s'y retrouvent aussi dans ce que tu peux, dans ce qu'ils réalisent avec toi, en course d'orientation, je rappelle. Tout à fait. Donc, on va passer maintenant à Lucille Grèce. Merci Lucille, qui est de l'Académie de Limoges, mais qui est à la direction nationale du SNEP et qui fait partie du groupe Égalité. Alors, Lucille, pourquoi le SNEP s'interroge autour de cette question-là? Pourtant, on pourrait dire, comme je disais à l'introduction, que c'est quand même une façon de noter qui existe depuis très longtemps. Comment ça se fait que le SNEP vient questionner cette idée d'avoir des barèmes différents pour les garçons et pour les filles? Alors, ben, tout d'abord, bonsoir à toutes et à tous. Ben, comme Fabienne l'a bien expliqué en introduction, il s'agit d'abord d'une question professionnelle et pédagogique avant tout. Effectivement, ces barèmes différenciés par sexe existent depuis très longtemps. Et depuis très longtemps, et peut-être plus ces dernières années, ils nous mettent en difficulté professionnelle pour les raisons qui viennent d'être évoquées, à savoir que d'un côté, on souhaite éduquer les garçons et les filles à une meilleure égalité, donner confiance aux filles, leur expliquer qu'elles ont tout autant que les garçons leur place dans la société et toutes les capacités pour développer les mêmes pouvoirs moteurs. Et d'un autre côté, on leur dit de manière implicite que même si ça part d'une bonne intention, ben, de toute façon, elles n'arriveront jamais au même niveau que les garçons et ça se traduit par un barème différenciés qui leur envoie ce qu'on appelle le curriculum caché, à savoir une institution qui prône l'égalité d'un côté, mais qui de l'autre fait comprendre aux filles qu'elles ne pourront pas acquérir le même niveau de performance que les garçons. Pour le SNEP, c'est aussi un problème de société aujourd'hui qui est à l'œuvre, avec une évolution des notions, en particulier pardon, sur la question de la bicatégorisation. Donc, qui, je le rappelle, est un processus par lequel on crée deux groupes distincts et hiérarchisés, en l'occurrence deux groupes de sexe, et c'est une séparation qui prétend refléter une division biologique. Je dis bien qui prétend refléter, puisque bien souvent, on construit, on le verra au cours de la soirée, des barèmes pensant favoriser les filles sur des présupposés qui ne sont pas forcément étayés scientifiquement. Y compris cette question de la bicatégorisation est remise en cause aujourd'hui par de nombreux champs scientifiques. Donc en biologie, ça fait longtemps qu'on sait qu'il n'existe pas que deux sexes distincts. Et notamment les travaux de Anne Photo-Sterling, qui est biologiste et qui date des années 90, nous montrent bien dans son ouvrage Les cinq sexes que selon les critères, y compris biologiques auxquels on s'intéresse, on ne peut pas dire que toutes les femmes sont pareilles et que tous les hommes sont pareils et qu'il y a bien un panel de différences qui s'inscrit sur une échelle importante et que donc la bicatégorisation, eh bien, elle limite le champ. C'est aussi le cas en sociologie. Et puis aussi, cette bicatégorisation, elle limite euh, la performance aux facteurs biologiques intrinsèques et elle limite l'influence de l'entraînement et du social.
Or, on sait très bien que les différences s'inscrivent aussi dans ce champ-là, c'est-à-dire tout l'apprentissage social, l'accès aux entraînements, l'accès aux installations sportives. Et finalement, il y a beaucoup de chercheurs qui montrent que, y compris dans l'activité physique, ces questions-là, biologiques finalement, sont très mineures par rapport à l'apprentissage social. Et je terminerai enfin par le SNEP s'intéresse à cette question évidemment parce que c'est une question éminemment politique et que quand on est dans un syndicat qui travaille. Je sais pas, on t'a perdu. Alors, je ne sais pas si c'est toi qu'on a perdu ou si c'est toi qu'on a perdu. Alors, justement, j'espère que tu m'entends, mais si tu m'entends pas, eh bien, je répéterai ma Entre les question. femmes et les hommes derrière, et que Ah, il ne s'agit pas de nier les différences, mais bien de traiter ces inégalités. Et donc, cette question des barèmes reflète tous ces débats-là. ok, merci Lucie. On a juste perdu ton troisième point parce qu'il y a une coupure visiblement sur Zoom. Donc, on va voir pour que tu puisses se réintroduire. Moi, j'avais quand même une question qui est relative justement à des travaux scientifiques que j'ai pu lire en préparant cette soirée-là, notamment les travaux de Vanessa Lantillon qui montrent que justement le sentiment d'injustice dans ces barèmes différenciés est perçu de façon plus importante chez les garçons que chez les filles. Et donc, tu l'as indiqué dès le début en point important, que ce travail autour de la question des barèmes, c'est une recherche d'égalité. Et qui veut dire égalité, ça veut dire travailler pour les garçons et pour les filles. C'est-à-dire que autour de la réflexion qu'on doit mener, les garçons ont autant à gagner que les filles. Est-ce que c'est vraiment l'intention qui est portée dans la réflexion qu'engage le SNEP autour de cette question-là? Est-ce que tu m'as entendu? Oui, oui, je t'ai entendu. Ah, Ben, c'était tout à fait le sens de mon propos quand je parlais de la remise en cause de la bicatégorisation historique femmes-hommes. On sait très bien que les filles et les garçons ne rentrent pas tous dans ces barèmes. Alors, dans la profession, il me semble qu'il y a un consensus sur les catégories d'élèves les plus jeunes. En collège, il y a très souvent des barèmes mixtes où la bon, on a un problème, Lucille, de son. On va essayer de régler ça. Je vais revenir vers toi après. Alors, euh, moi, j'ai envie de biologie dire... s'exprime peut-être plus à cet Attends, âge-là. Lucille, on a un problème de son. Il y a de la coupure, donc c'est très saccadé. Donc, attends, on va essayer de résoudre le problème. Je te re-questionnerai tout à l'heure. Quand on regarde aujourd'hui les résultats au baccalauréat, moi, j'ai envie de dire aux invités qui sont présentes, écoutez, le problème est réglé. Parce que dans le dernier rapport bac, les chiffres sont très parlants. Il y a pratiquement plus de décalage entre les garçons et les filles. Je lis, hein, c'est le rapport bac, texte officiel du bac. Ce n'est pas une création du SNEP, hein. Sur 6 ans, on peut remarquer une augmentation de 1 point de la moyenne des garçons en bac général et les filles augmentent de 0,77. Donc globalement, quand même, augmentation presque de la même pour les garçons et pour les filles. Augmentation de 1,3 points de la moyenne des garçons au bac pro et de 1,18 pour les filles. Là aussi, une très belle augmentation des résultats. Lorsqu'on regarde et qu'on compare les résultats du point de vue de l'impact de la FL2 et 3 par rapport à la motricité, c'est-à-dire la FL1. Si on ramène toutes les notes sur 20, on constate que l'écart final de la note entre la note qu'ont les élèves, garçons et filles, à la FL1, il est de plus 1,44 pour les filles, alors qu'il est de 0,59 chez les garçons. Ça veut dire que les filles bénéficient de plus de points sur la FL2 et 3. Alors elles seraient bon, donc plus performantes sur la FL2 et 3 par rapport à la FL1. Et en commentaire, dans ce rapport bac-là, je vous lis le commentaire, les évaluations des AFL2 et 3 ou AFLP sont favorables aux candidats filles comme aux garçons, quelle que soit la filière. Le caractère jugé parfois discriminant de cette évaluation pour les élèves considérés comme moins scolaires et de manière caricaturale associée à la voie professionnelle n'est donc pas avéré. Page 32. Alors, bonsoir Nathalie Monnier. Tu vas être la première sur laquelle je vais questionner sur ce sujet-là, en espérant que Lucille, on arrive à régler ses problèmes de connexion pour qu'elle puisse aussi commenter ce rapport bac-là. Donc, Nathalie Monnier,
tu fais partie d'un collectif qui s'appelle les didacticiennes atterrées. Est-ce que tu peux, de façon un peu ramassée là, nous dire, mais c'est quoi ce collectif-là? Il s'est créé quand? Et vos principales motivations autour de la volonté de vous appeler le collectif des didacticiennes, pardon, atterrées. Bonsoir à tous. Ben, écoute, oui, alors, le collectif Didacticiens d'intérêt, c'est un collectif de chercheurs en didactique. Alors, quand on dit chercheurs en didactique, on n'est pas toutes en poste à l'université, mais on est toutes docteurs en didactique, parce que plein de gens qui s'occupent de s'intéresser à comment enseigner font une forme de didactique, hein, dans le sens vulgaire du terme, mais les didacticiennes telles que voilà, nous on se pose, c'est les gens qui sont, voilà, qui sont allés au bout d'un processus de formation et qui sont dans le champ de la didactique. C'est une petite nuance parce que didactique, tout le monde manipule voilà, on peut. Donc voilà. Et nous, on est atterrés un peu par, par référence ou par allusion aux économistes atterrés. L'idée, c'était voilà, de poser notre inquiétude sur l'évolution des textes qui régissent notre discipline dans le cadre politique dans lequel on se situe depuis plus de 25 ans, même 30 ans, qui s'est accéléré sur les politiques libérales d'éducation. Et dans le même temps, ce qui n'est pas tout à fait un hasard, la disparition dans les cursus de formation initiale et même continue des savoirs issus des travaux didactiques. Donc la formation didactique de ce point de vue-là, parce que là encore, hein, euh, voilà, la disparition en formation initiale et en formation continue, avec une voilà, notre préoccupation, c'est de refaire vivre, du coup, de revenir au contact de la profession autant qu'on peut, on a été un petit peu éliminé du champ institutionnel, de revenir au contact des collègues pour faire vivre le point de vue didactique sur les questions de l'école et de l'enseignement. Voilà. Bon, mais merci. C'est d'ailleurs bien l'intention de ton invitation à cette soirée. Alors, Et je t'en remercie. je reviens sur la question, sur le rapport bac. Finalement, est-ce que aujourd'hui, parce qu'en creux, c'est ce que ça signifie, est-ce qu'aujourd'hui, la solution à cette différence entre les garçons et les filles, du point de vue des résultats sur la motricité, ne serait pas cherchée du côté des AFL 2 et 3? Et on peut le voir que ici ou là est écrit d'ailleurs que les filles seraient plus en réussite sur les AFL 2 et 3 et que donc ça permettrait aux filles de mieux réussir dans ces domaines de compétences de l'éducation physique et sportive et donc de venir compenser des inégalités existantes. Alors, c'est quoi ton point de vue par rapport à ces idées-là? Euh, non, ça c'est... le point de vue... Tu poses une question, c'est compliqué cette question, mais je ne peux pas ne pas la, la, la couper un petit peu. C'est-à-dire que bien évidemment si on considère que la réussite c'est juste la valeur de la note, alors on peut dire que mécaniquement on a créé une forme de réussite par une traduction en notes qui est plus élevée qu'avant. Voilà. Maintenant, nous, en tant que didacticienne, donc nous, notre point de vue, c'est vraiment le savoir, c'est-à-dire ceux qui s'enseignent. Alors, je vais te dire que les objets d'enseignement de l'AFL2 et 3, on n'a pas fait d'études dessus, mais en lecture comme ça, bien évidemment, c'est des objets très flous. En tout cas, c'est pas, de notre point de vue, des objets qui définissent la discipline dans le cœur de son intérêt pour l'école. Donc, ça veut dire que quand bien même ces AFL amèneraient une réussite chiffrée des élèves, de notre point de vue, c'est pas une acquisition qui a de la valeur pour l'EPS et qui déplace les enjeux de l'EPS vers ceux justement qui nous inquiètent, c'est-à-dire une école qui ne permet pas d'avoir accès au domaine dense en culture. Voilà. Premier niveau de réponse. Est-ce que ça répond à peu près? Est-ce que ça te convient? Pas dans le Oui, fond, oui. hein, parce que dans le fond, je l'assume, mais en tout cas, est-ce que ça répond à peu près à ta question? Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Alors, peut-être pour Lucille, donc par rapport à cette différence, quoi, du moins, par rapport à l'analyse qu'en fait l'inspection générale du rôle qu'on fait jouer aux AFL 2 et 3, quel est un peu le regard que porte le SNEP sur cette question-là? Est-ce que c'est de nature à venir finalement résoudre une partie du problème? Ah ben, à la lecture du rapport que tu nous as donné, il y a un premier élément, c'est lorsque l'institution a pour politique d'égalité
des mesures compensatoires qui reviennent à, tu as dit, lorsqu'il y a un écart de plus d'un point et demi, on rattrape les filles. Pour nous, ce n'est pas une politique d'égalité. C'est une politique où on entérine des différences au départ qu'on n'a pas pour ambition de transformer et on s'inscrit dans un projet de société où on cantonne les élèves à leurs conditions d'origine. Alors là, en l'occurrence, celle qui est conférée à leur sexe, puisqu'on sait que bien souvent les filles ont moins accès à la pratique sportive que les garçons, à l'extrascolaire, et que donc il y a des différences qui se créent par les différences d'entraînement, majoritairement. Et donc nous, on questionne déjà cette vision de l'égalité qui pour nous est une égalité, ce qu'on appelle l'égalité des chances, mais qui n'a pas pour ambition de sortir les élèves de leur déterminisme et de les émanciper par un accès à la culture et au savoir. Mais ce rapport, il est encore pire que ça, puisqu'il se sert de l'alibi des filles pour cautionner une politique sur les AFL 2 et 3, les compétences méthodologiques et sociales qui seraient plus favorables pour tous. On se sert aussi des filles pour dire elles réussissent pas en sport collectif, donc on fait moins de sport collectif. Et pour nous, c'est le chemin inverse qu'il faudrait faire, c'est-à-dire il faudrait donner les moyens de rattraper les écarts posés par la société. La question pourrait aussi se poser pour les différences entre les milieux sociaux. On parlait, quand on a préparé l'émission, Bruno, ce qui est dit aussi dans le rapport, je crois. On sait aujourd'hui que les filles issues de milieux les plus défavorisés réussissent moins bien que les filles issues des milieux favorisés. Même chose pour les garçons. Est-ce qu'on a déjà imaginé faire des compensations en fonction de l'IPS des parents? Est-ce qu'on a déjà imaginé faire des barèmes différenciés en fonction du milieu social? Bon, tout ça, ça nous questionne. Et puis aussi, au SNEP, on est pour une égalité sans condition. Alors, l'égalité sans condition, c'est un terme emprunté au domaine des sciences politiques et à Réjeanne Sénac en particulier, qui a été repris par Loïc Zerdali dans le champ de l'école et qui dit que l'égalité sans condition, c'est un horizon politique de non-domination structurelle et relationnelle et qui valorise la reconnaissance des similarités par-delà les différences. Et en fait, il fustige, et c'est ce que fait aussi le SNEP, ces politiques compensatoires qui n'ont aucune ambition pour faire acquérir les mêmes pouvoirs moteurs à tous les élèves, mais qui compensent des différences et qui n'ont pas l'intention de changer. Donc nous, on est vraiment pour une école émancipatrice et qui donc va dans le sens des savoirs moteurs, disciplinaires, donner les mêmes pouvoirs d'agir à tout le monde. Ce qui sous-entend effectivement, par contre, améliorer les conditions de travail, ne pas avoir 30 élèves par classe, avoir accès aux installations sportives, avoir des taux horaires ambitieux, d'où la campagne sur les 4 heures de PS notamment. D'accord, merci Lucille. Alors, c'est vrai qu'on a une discipline qui est assez étonnante quand même, parce que quand on prend d'autres disciplines scolaires, et là je vais m'appuyer sur des travaux par exemple en mathématiques de Denis Bono-Hora et Michel Hutto. Alors, ces deux chercheurs, ils ont montré que les garçons réussissent mieux que les filles des tâches de géométrie. Donc ça, ils ont, en précisant, hein, bien sûr, vous pouvez retrouver leur travail sur Internet assez facilement. Est-ce qu'on devrait pour autant supprimer des tâches, quoi du moins adapter des tâches pour les filles en géométrie, puisque on voit qu'il y a ces adaptations qui sont proposées un peu de la même façon en éducation physique et sportive, puisque au nom du fait que les filles réussissent moins bien certaines tâches, on devrait les adapter pour que les filles réussissent mieux. Est-ce qu'on devrait pour autant, je continue un peu le raisonnement, alors ça fait un peu un raisonnement par l'absurde, mais parfois ça peut être intéressant, est-ce qu'on devrait pour autant moins programmer de la géométrie comme d'ailleurs c'est proposé sur les sports co. On a déjà entendu dire que parce que les filles réussissent moins bien en sport co, il faudrait moins programmer des sports co en éducation physique et sportive. Alors ça peut faire sourire, pour autant, on constate qu'il y a ce type de démarche. Ou alors avoir un autoréférencement d'une tâche par rapport à son niveau de départ pour pouvoir reconstruire de l'égalité sans bien sûr les mettre dans un rapport à la performance. D'ailleurs, dans le chat, il y a un des auditeurs qui nous pose la question, est-ce que finalement l'entrée par les compétences ne pourrait pas permettre de résoudre le problème de cette question de la différence dans la performance? Alors, nos trois invités, j'ai envie de vous demander de réagir par rapport à ces travaux en mathématiques. Qu'est-ce que ça vous inspire? Comment vous regardez un peu finalement ce raisonnement
par l'absurde que j'ai réalisé à partir des mathématiques, mais comme on peut l'entendre parfois dans le monde de l'éducation physique. Alors, Fabienne, peut-être que tu as la primauté vu que tu es présente pour te lancer autour de cette question-là. J'irais dire, bon, je crois que les choses ont déjà été assez claires sur les propositions. C'est que faut que tous apprennent et dans les meilleures conditions. Et je crois que le projet, notre projet éducatif, notre projet politique, il est là. Et au-delà, effectivement, de la performativité d'une catégorie sur une autre, c'est pas ce qui doit nous nourrir et être au cœur de notre action d'enseignant. C'est comment chacun, là où il en est aujourd'hui, avec son niveau, va progresser dans ce qu'on lui donne et à apprendre dans l'épaisseur de nos contenus. Et l'épaisseur de nos contenus d'enseignement, bah, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Et la mise en œuvre d'une évaluation, moi j'appelle ça une évaluation sous tension, sans tension, c'est-à-dire trouver un équilibre du plateau où finalement chaque apprenant va pouvoir se nourrir des propositions et s'émanciper et acquérir un savoir et un savoir-faire. C'est ça l'enjeu du débat, quoi. Au-delà de est-ce qu'il est bon au départ, pas bon au départ. Non, c'est comment on permet à chaque individu de progresser. Voilà. Pour moi, la réponse, elle est là, quoi. Merci. Nathalie? Oui, par rapport à ça, bien alors, mais moi, oui, c'est vraiment la pire des propositions qu'on puisse faire, évidemment, de supprimer, de déprogrammer quelque chose parce que on n'aurait pas les capacités ou présupposé pas d'intérêt ou une faiblesse pour les acquérir. Euh, Bien évidemment que l'idée de l'école telle qu'on l'a définie, mais c'est là qu'on voit aujourd'hui le hiatus avec les injonctions gouvernementales, donc politiques, et bien c'est que la définition de ce qu'on considère être un savoir, la définition de ce qu'on considère être à enseigner ou intéressant d'être enseigné, se déplace pour finalement ne pas se soucier de permettre à chacun d'accéder à ce que l'on pourrait estimer être une école ambitieuse et forcément des savoirs qui permettent du libre arbitre et d'être un accès à la culture qui donc est émancipateur parce que c'est un accès à la culture et qui permet de discuter et de discuter tous les lieux de socialisation, depuis la famille aux premières sphères institutionnelles. Voilà. Donc, quand nous, les didacticiens, on définit le savoir, puisque c'est notre objet d'étude, on, on est bien obligé de le définir. Et ça nous pose la question de la référence. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on importe dans l'école comme étant intéressant, qu'on choisit d'enseigner. Et là, bien évidemment, qu'on est à l'interface avec la sphère politique, puisqu'on n'a pas la main complètement sur ce que ce que le ministère nous invite à traiter ou à s'intéresser comme étant à enseigner. Mais notre intérêt pour nous, là, c'est justement comme on le travaille, on peut le questionner. Et, et la deuxième étape de ce questionnement, c'est une fois qu'on a délimité ce qui était enseignable ou intéressant d'enseigner, et bien, comment dans la classe on se débrouille pour donner l'accès à tous à ce savoir. Voilà. Donc, non, bien évidemment, pas déprogrammer ce qui est censé être difficile à atteindre, mais travailler les modes d'accès au savoir de tous pour avoir une réelle construction de ces savoirs à maîtriser. Lucille? Ah ben, ça va aller dans le même sens. L'idée, c'est ni de déprogrammer ce qui mettrait en difficulté, ni d'accentuer des CMS ou des AFL 2 et 3, peu importe comment on les appelle. Loïc Zerdali, j'en ai parlé tout à l'heure, dans l'un de ses ouvrages, explique que on cantonne l'éducation à l'égalité à l'école dans le domaine des éducations A. Et c'est typiquement ce qui, pour nous, dans le sens que qu'a développé Nathalie, se cantonne au savoir-être. Pour nous, notre spécificité disciplinaire, ça s'inscrit sur plusieurs formes de savoir. Et donc l'enjeu, alors je vais caricaturer un peu, mais l'idée, c'est bien que les filles apprennent à courir vite, à sauter haut,
à être fortes, à développer des compétences qu'elles développent peut-être moins parce qu'elles ont moins accès à certaines sphères de la vie associative et sportive extrascolaire. Et puis aux garçons, je l'ai dit, je vais être caricaturale, mais d'apprendre à danser, d'y trouver du plaisir, de développer des pouvoirs moteurs en gym, par exemple, et sortir justement on fait plus de sport collectif parce que les filles ne sont pas bonnes dans le sport collectif. Au contraire, on va leur donner les moyens d'être performantes et c'est tout l'enjeu de l'école de faire sortir les élèves de leurs conditions de départ. Et Merci. pardon, vas-y. Non, non, mais si tu veux rajouter un petit mot, vas-y. Non, mais ça pose aussi la question des barèmes maison. C'est-à-dire, oh, tout à l'heure, j'ai pris l'exemple des catégories sociales. On pourrait prendre l'exemple des inégalités territoriales entre des communes enfin, des collèges qui sont implantés sur des communes qui ont énormément d'installations sportives, une vie associative très riche, et puis d'autres où les gamins n'ont pas accès à la pratique. On différencie pas des barèmes. Pour autant, l'enjeu de l'école, pour nous, ce serait bien d'avoir des barèmes nationaux uniques qui permettraient d'avoir une définition collective de ce que doit être un savoir à acquérir par les élèves sur tout le territoire en France. Et c'est ça la lutte pour l'égalité et contre les inégalités, qu'elles soient de sexe, territoriales, sociales. Et si on a un barème maison, on reste sur ce que tu as appelé l'autoréférencement Bruno tout à l'heure, c'est-à-dire finalement, à partir du moment où on fixe soi-même son propre barème individuel ou en fonction des élèves qu'on peut avoir, on n'a aucune ambition pour la société et pour la jeunesse de demain. Merci Lucille. Alors parfait, ça me permet de faire la transition et de revenir sur la question de barème, évaluation, notation, parce que c'est vrai que je vous ai fait faire un pas de côté autour de la question des enjeux d'apprentissage et d'égalité, qui sont bien au cœur aussi de cette soirée, hein, par rapport à ce qu'on peut viser au sein de l'école. Mais quand même, Fabienne, bon, j'entends ce que tu dis sur l'enjeu de transformation d'apprentissage, mais on ne peut pas aujourd'hui évacuer que, par exemple, en cours d'orientation, on a eu ce débat avec d'autres collègues qui disent en cours d'orientation, les garçons sont quand même malgré tout plus rapides que les filles du point de vue de la réalisation et on va donc avoir en moyenne les garçons au-dessus des performances des filles dans la course. Alors, comment tu gères cette question, de cette tension-là? Comment tu as fait pour gérer finalement cette question de la norme avec la question du progrès de tous. Voilà. Comment tu t'es débrouillé pour, dans ce problème professionnel qui se pose? Alors, il y a différents aspects hein, sur lesquels je travaille et qui créent finalement un contexte évaluatif favorable. C'est d'abord le principe de justice, c'est-à-dire le meilleur doit rester doit être mieux noté que le moins bon, voilà. Et ça, c'est un premier principe. Le deuxième principe, c'est que l'épreuve relève d'une situation complexe avec effectivement des dimensions cognitives, et techniques extrêmement présentes. L'évaluation, elle est formative, c'est-à-dire elle se répète suffisamment de fois pour que l'apprenant puisse se transformer grâce au feedback rétroactif. J'évalue une habileté, c'est-à-dire que c'est la stabilisation de la performance qui va être prise en compte. Ils ont droit à 8 épreuves au total, donc j'en sélectionne les deux centrales parmi ces 8 performances. Euh, la répartition des performances doit suivre une loi normale, c'est-à-dire que c'est pas par palier, c'est bien quelque chose, un continuum où l'évaluation peut aller de 0 à 20. La seconde chance est intégrée. Donc, ça, c'est l'approche par compétence qui me permet d'apporter cette notion, c'est-à-dire que l'étudiant, l'apprenant est informé de son score à un moment donné et à partir de là, il a une phase réflexive sur j'ai pas réussi, pourquoi, je l'accompagne et il a le droit à un autre temps d'évaluation. Le barème est mixte et il est produit à chacune des courses. Alors ça, c'est vrai que par rapport à ce qui vient d'être dit précédemment, là, je fais un pas de côté, mais je vais expliquer en quoi c'est pertinent, ça reste pertinent. C'est-à-dire que finalement, sur une course d'orientation, je propose jamais le même circuit. Donc, c'est pas une performance stable par rapport à l'espace, le lieu. Et sur chacune de mes évaluations, je fais un barème, je fais un nouveau barème. Et dans ce barème-là, je vais prendre effectivement la notion d'écart type.
et je vais supprimer, je vais avoir un barème borné où j'enlève les meilleurs et les moins bons et je répartis autour de l'écart type ma population. Ce qui va faire que finalement, l'exploration de mon évaluation, elle se fait autour d'une population moyenne qui est donc un groupe de filles et de garçons en sachant que les moins bons qui n'ont pas du tout performé, ils stabilisent un niveau de compétence, ils ont trouvé les balises, que les meilleurs, bah, effectivement, restent au-delà sortent du barème, mais restent les meilleurs. Et là-dedans, dans ce travail-là d'ajustement, j'arrive à donner finalement une place à chacun. Et Voilà. tu mets la moyenne sur la moyenne de tes élèves ou c'est toi qui fixes une ambition quand même de transformation et de visée pour tous? Alors, à partir de ça, j'ai effectivement une ambition de transformation en fonction de la difficulté du parcours. C'est-à-dire que je vais faire rentrer, par exemple, sur les parcours les plus difficiles, je peux aller jusqu'à une moyenne à 14. Sur les parcours les moins techniques, les plus simples, je vais faire descendre la moyenne autour de 12. Donc voilà, je vais pouvoir étalonner comme ça mon curseur pour effectivement bonifier les parcours les plus difficiles. Pour ce qu'il faut dire aussi, c'est que j'ai un terrain extraordinaire par rapport à cette pratique, puisque à chacune de mes évaluations, je change de terrain et je peux aussi graduer la difficulté de chacun des circuits grâce à mes terrains qui sont suffisamment variés. Donc, je suis dans un hôtel 4 étoiles pour pouvoir proposer une Donc, tu activité. as une exigence quand même, on va dire, de compétences techniques en fonction de tes parcours. C'est pas non plus, Voilà. je fais de l'ACO sur un espace complètement ouvert et je prends la moyenne de mes élèves et ils peuvent avoir Non, 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 15 sur 20 parce que c'est les plus forts de mes élèves. non, non. Parce que le barème auto-référencé auquel faisait référence Lucille, Oui. peut Non, aller non, vers non, là. non, non, C'est-à-dire, c'est pas ça. je fais de l'ACO sur un stade de foot, Non, 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 non. pour être caricatural, et peu importe, puisqu'il court vite, le plus fort aura 15 sur 20. Alors que toi, il y a quand même une dimension technique, puisque tu dis qu'il y a des parcours qui montent en complexité Oui. du point de vue du balai, Pour faire référence aux circuits fédéraux, j'ai des circuits qui font du jaune vert jusqu'à des circuits au niveau violet. Donc, c'est des circuits d'experts, quoi. D'accord. Alors, merci. La soirée n'est pas finie, mais là, on va faire une petite pause carnet de l'EPS. Alors, vous savez qu'on a une rubrique carnet de l'EPS qui est réalisée à chaque soirée de l'éducation physique et sportive. Ce soir, le carnet de l'EPS, ce sont des collègues du 93 d'un collège pardon, d'un lycée ou d'un collège de Blanc-Ménil qui nous ont envoyé un partage d'un projet qu'ils réalisent. N'hésitez pas à nous envoyer aussi vos projets, ce que vous pouvez réaliser. Même si c'est pas en lien parfois avec les soirées, on peut aussi les présenter, les valoriser et les partager avec les collègues. Donc, en direct de Blanc-Ménil, pour les envoyer, vous envoyez à claire.saquep@snepfsu.net. À tout de suite. Bonjour à tous, le projet Engagement par le sport est né en 2021 lorsque nos professeurs ont recruté les 9 filles de l'ES football féminine et les 8 garçons qui venaient d'intégrer la section football de notre collège Nelson Mandela au Blanc-Ménil dans le 93. Le projet EPLS nous a permis de nous former aux différents métiers du journalisme. Nous avons ainsi appris à conduire des interviews. La force majeure du projet EPLS, c'est que c'est le bébé d'un collège de l'éducation nationale et d'une association de quartier Espoir Jeune. Parce qu'aujourd'hui, Après avoir assisté à une interview effectuée par un de nos professeurs, nous nous sommes entraînés avec des acteurs proches de notre communauté éducative. La Coupe du Monde arrive à grands pas. Quelle équipe se porte au-dessus? La double casquette éducation nationale et association de quartier nous a apporté des moyens matériels et humains supplémentaires et nous a donné accès à un grand réseau de personnalités sportives et politiques. Avec Maëlys, nous avons pu par exemple interviewer le sénateur M. Maignan dans l'hémicycle. Je suis président du département de la Seine-Saint-Denis depuis bientôt 10 ans. J'étais vraiment focalisé sur... J'ai pu réaliser l'interview croisée du célèbre rappeur Cessou et de notre parrain le footballeur international sénégalais Pape Gueye. Lorsqu'on rêve tout seul, ce n'est qu'un rêve. Alors que lorsqu'on rêve à plusieurs, c'est déjà une réalité. Notre rêve à nous, c'est d'aller rencontrer et interviewer des sportifs de haut niveau. Le voyage en Côte d'Ivoire pour la CAN vient clore un premier chapitre du projet et récompenser les élèves pour leur investissement sur 3 ans. Avec la RAM, nous avons eu droit à 2 fois 23 kilos par personne, ce qui nous a permis de donner une dimension caritative à notre voyage. Malgré quelques galères de minibus, nous avons tout fait pour que les élèves vivent un séjour sans tracas et avons pu assister à des rencontres de la CAN 2024. Au niveau des entrées d'argent, nous avons organisé des ventes de chocolat, de calendriers, organisé des repas et des kermesses
Ça nous a pris beaucoup de temps, mais ça nous a apporté un petit peu d'argent. Mais c'est bien par le biais de l'association Espoir Jeunes que nous avons pu réellement financer le projet, notamment grâce à la subvention de la Fondation FAS et du COJO JO 2024. Par le sport de l'association Espoir Jeunes. La mairie nous a imprimé les calendriers, mais devait aussi nous financer à hauteur de 15 000 euros, mais elle n'a pas tenu ses engagements. Heureusement, notre parrain issu du même quartier a pris en charge ce montant et nous le remercions chaleureusement. Sur les 500 euros payés au départ, les familles ont récupéré en moyenne 200 euros. Je vous laisse maintenant découvrir la fin du premier chapitre d'engagement par le sport. Nous, au début, on ne savait pas ça voulait dire quoi. Et en gros, ça veut dire bienvenue. Du coup, moi, je rentre dans la salle de classe, je me présente, je dis je m'appelle Zéliane. Après, ils disent quoi? Ils disent Aquaba Zéliane, Aquaba Zéliane. La Côte d'Ivoire, inspirateur d'hospitalité, reçoit l'Afrique. Jour de fête à Happy. C'est bien. Il a senti l'ambiance. Il a senti l'ambiance. C'est chaud bouillant. Bah là, ils vont plus qu'à suivre notre aventure sur les réseaux sociaux. Au revoir. Alors, pour continuer la soirée, dans les pistes de travail, justement, tu as commencé à aborder, Fabien, sur ces questions-là, c'est sur les types d'épreuves. Et donc, j'aimerais que nous revenions un petit peu sur ces épreuves-là et qu'on regarde un petit peu du côté du sport scolaire et de l'UNSS. Donc, je suis allé chercher dans les différentes épreuves, dans les différentes catégories, Benjamin, Benjamin en cross, et on constate que dans les épreuves, il y a des performances différentes. 2000 mètres pour les filles, 2500 mètres pour les garçons chez les Benjamins, Benjamines. Ça va aller aussi autour des minimes filles, 2500, 3000 mètres. Bon, ça dépend, hein, parce que parfois il y a des crosses départementaux, académiques, mais globalement, on va dire de façon majoritaire, on peut constater qu'il y a une différence dans les épreuves, et y compris sur les petites catégories. Donc, bon, j'aimerais vous avoir votre réaction sur cette question-là, finalement, de est-ce que ces différences sur les épreuves se justifient pour vous aujourd'hui dans le sport scolaire et dans le sport en général? Nathalie, est-ce que tu peux me dire par rapport à ces épreuves dans le monde du sport scolaire, ton regard que tu portes? Alors écoute, moi, sur le monde scolaire, enfin, c'est pas une esquive de ma part, mais j'aimerais revenir plutôt sur la notion d'épreuve au sein de l'EPS, qui est davantage mon domaine et qui me paraît plus intéressant, en tout cas, sur ce que je peux l'éclairer par rapport à la notion de savoir, de pratique sociale de référence et de barème et d'épreuve au sens de dans quel contexte on décide d'évaluer ou de voir l'apparition et la nécessité d'un savoir qu'on a construit et qui serait mobilisé. Est-ce que tu me permets cette... Qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce que tu Ben, peux je veux dire par là que quand on me pose la question, là, par rapport à ce qu'a dit la collègue là, dont j'ai Fabienne. oublié le nom, pardon, Fabienne Gilonnier. Fabienne, voilà, excuse-moi Fabienne, sur la course d'orientation et sur la question de l'épreuve, moi j'aimerais revenir sur cette idée de comment on repère un savoir et le fait que ce savoir par rapport à la pratique de référence, c'est comment se construit dans le temps et dans les étapes. Tous les gens qui font du volleyball, tous les gens qui font la concentration passent globalement par des étapes, des nœuds épistémologiques qui font passer d'une étape à une autre dans la maîtrise dans l'évolution de la performance. Euh, et ce qui m'intéresse de dire là, c'est que ces étapes-là sont en fait des états du savoir qui sont à la fois pour nous en EPS, mais c'est dans toutes les disciplines pareil. En tout cas en EPS, c'est un état des coordinations motrices, de la mobilisation des ressources, mais aussi de l'état de ces ressources, que ce soit informationnel, décisionnel, etc. Donc c'est des états là technico voilà, corporaux, ressources, enfin toutes les dimensions de l'humain face à l'activité. Et l'intérêt, enfin, l'important, il me semble, quand on se pose des questions de l'évaluation, au-delà du barème, c'est de faire ce lien entre
qu'est-ce qu'on considère être un état du savoir? Celui qui sera du coup à la note 10, à la note 8, à la note à 15, à 18, qui fait le lien évidemment avec nos conditions d'enseignement, etc., mais aussi avec la valeur par rapport à ce qu'on peut espérer d'un niveau scolaire. Mais ce niveau scolaire, il n'a de sens que si on le met en extérieur sur ce que on est capable dans la sphère des pratiquants sportifs, en tout cas de ceux qui pratiquent, même si c'est pas l'institution sportive, euh, eh bien le meilleur niveau d'état de performance. Voilà. Et tout ça pour revenir sur la notion un petit peu de compétence. Attention dans les épreuves que l'on met en place et ce qui est censé valider un niveau de pratique, de mettre des choses qui gardent bien la richesse, la logique, la richesse de la pratique et de pas aller sur des choses qui sont trop réductrices, trop vides et qui valident des niveaux qui n'ont pas finalement d'intérêt pour la pratique. Et juste un lien sur l'autoréférencement, c'est-à-dire que finalement ramener à soi ou ramener à l'élève ce qui serait un intérêt ou un niveau de voilà alors, je le reprends à l'envers parce que là, je pars dans la mauvaise direction, ça va vous perdre. Si on garde en tête et si on garde vif le fait que on détermine cette évolution du savoir depuis le débutant jusqu'au confirmé, pour le dire simple, et que ces étapes-là, elles sont repérables, voilà, ça permet de faire des épreuves qui permettent de hiérarchiser le niveau de maîtrise et le niveau d'intérêt des réponses produites, mais qui gardent l'intérêt pour la discipline telle qu'elle est dans le champ culturel au plus haut niveau d'évolution. Voilà. Merci Nathalie. Alors, Lucille, j'espère que tu vas pas esquiver toi aussi ma question. Ma question, elle est de dire quel est le regard que on porte aujourd'hui sur cette différence d'épreuves qui est proposée dans le monde du sport scolaire, dans le monde du sport, entre les garçons et les filles, sur le nombre de kilomètres à parcourir dans un cross. La distance, voilà, c'est le mot que je cherchais. Oui, alors ben évidemment, enfin quand tu parlais des différences de distance à parcourir, ça me fait penser au cross UNSS sur la catégorie Benjamin et Benjamine. Quand il y a une différence de distance, qu'est-ce que l'institution scolaire renvoie aux gamins, si ce n'est que les filles ne sont pas capables de courir aussi longtemps que les garçons à 11 ans, parfois à 400 mètres d'écart. En plus, il faut, d'un point de vue professionnel, installer deux parcours. Enfin, ça n'a aucun sens, y compris physiologiquement. Donc, à part renforcer les garçons dans l'idée qu'ils seraient plus performants et dire aux filles, vous avez raison de ne pas avoir confiance en vous parce que de toute façon, on vous met une petite distance en moins parce que vous ne serez pas capable de courir autant. Moi, je trouve ça hyper violent dans les deux cas. Alors, c'est un petit pas de côté parce que le thème de la soirée, c'est les barèmes. Mais enfin, ce qui pose souci dans les barèmes, c'est la question de la performance. On en a parlé tout à l'heure. Et ça revient à définir ce que c'est que performer un EPS. C'est Nathalie qui en a parlé. C'est quoi la pratique sociale de référence? Est-ce que performer, c'est par rapport à soi-même? Est-ce que performer, c'est par rapport à un modèle culturel? Et c'est là que se pose notre problème professionnel dont on a parlé en introduction, c'est-à-dire que oui, on aimerait pouvoir établir un barème mixte qui puisse aller vers plus d'égalité et pas renvoyer les écueils qu'on a pu développer par ailleurs. Mais d'un autre côté, on sait bien que pour plein de raisons aujourd'hui, ben, y a une différence de performance dans certaines épreuves, en particulier en athlétisme, qu'il convient de ne pas nier non plus. Et notre problème professionnel, il est là. Alors, si j'ai encore une minute pour développer, définir la performance, ça veut pas dire... Ouais. Vas-y, vas-y, puis après je reprendrai la parole. Une minute, c'est bon. D'accord. Ok. Non, je parlais l'autre jour d'un exemple en course de haie. La performance pourrait être faite avec des tranches. Plutôt que de dire tel temps pour les garçons correspond à telle note, tel temps pour les filles correspond à telle note, on pourrait proposer un barème mixte dans lequel on dit le savoir qu'un élève, alors moi je parle des collégiens parce que je suis en collège, c'est plus facile, qu'un élève de 4e doit acquérir sur un 40 mètres haie, pour avoir 8 sur 8 en perf, c'est temps.
Et donc, à partir du moment où, alors j'avais pris l'exemple dans mon bahut de 7 secondes 70, mais c'est pas à moi de définir les temps qui pourraient être un barème national, mais à partir du moment où on est à moins de 7 secondes 70, on a 8 sur 8, qu'on soit une fille ou un garçon. Et après, faire des tranches, par exemple, entre 7 secondes 70 et 7 secondes 90, on a 7 sur 8, qu'on soit une fille ou un garçon. Ce qui permet à la fois aux filles qui sont assez performantes d'être dans la même tranche de notes, et aux garçons qui sont peut-être un peu au-dessus, mais qui ont finalement le même niveau technique que les filles, puissent avoir la même note en performance. Donc, cette histoire de tranche, on ne résout pas tout, mais peut-être une piste de réflexion pour sortir du barème différencié par sexe. Merci Lucille. Alors justement, je voudrais revenir sur cette question des différences de performance entre les garçons et les filles. Alors, vous savez, tu revenais sur ces épreuves pour les plus petits, garçons, filles, en sixième, où on sait bien qu'aujourd'hui, il y a des filles qui sont, et beaucoup de filles qui peuvent très facilement, quoi, qui concurrencent les garçons. En terminale, l'écart, quand même, est plus marqué. Et notamment, il y a un certain nombre de travaux scientifiques aussi qui montrent cet écart entre les garçons et les filles. Alors, on est allé questionner Aurélien Broussal-Derval, qui est spécialiste de la préparation physique, qui a écrit notamment un ouvrage qui s'appelle L'art du mouvement, que vous pouvez retrouver, mais qui a réalisé de nombreux podcasts aussi, qui s'appelle ABD Podcast, et on vous partagera les liens à la fois sur les réseaux sociaux, mais aussi dans le chat. Et donc, on lui a posé un certain nombre de questions, j'ai posé un certain nombre de questions pour essayer d'identifier qu'est-ce qu'il en est du point de vue des travaux aujourd'hui sur les différences des garçons et des filles et au niveau de la performance et comment on peut travailler, prendre en compte ces différences-là. Et ensuite, je vous demanderai à nos trois invités de réagir par rapport à cette interview. Bonjour Aurélien, merci beaucoup de ta présence indirecte à cette soirée-là, mais tu avais un impératif aujourd'hui. Donc toi, tu es éducateur sportif et puis tu as aussi publié plusieurs ouvrages, au moins deux, hein, en tout cas significatifs pour nous. Le premier qui est l'art de mouvement et un deuxième ouvrage autour justement de l'entraînement des filles. Et c'est autour de cette question-là que je voudrais t'interroger. Ma première question que je voudrais te poser, c'est dans le monde du sport et des performances sportives aujourd'hui, est-ce que on peut dire que il y a des différences vraiment très marquées entre les garçons et les filles? Quel regard tu as sur cette question-là? Un regard qui est, je pense, proportionnel à la complexité de ce qu'on essaye d'observer. C'est-à-dire que c'est assez dur d'être très binaire là-dessus, puisque au final, si on regarde la totalité du champ sportif, on se rend compte qu'il y a des disciplines où les qualités des unes et les qualités des uns ne s'expriment pas de la même manière, et évidemment, en fonction des gabarits, en fonction de certains paramètres comme la force relative, comme les capacités de récupération, de réitération des efforts, etc., vont marquer des avantages pour les uns ou pour les unes selon les disciplines. Alors peut-être pour préciser ma question, parce que ce soir on est sur la question des épreuves plutôt barémées, donc dans l'athlétisme plutôt barémées. Dans ces épreuves-là, je pense donc, du coup à tout ce qui peut être par exemple sur la course, l'athlétisme, il y a l'idée portée par un certain nombre de personnes de dire oui, mais quand même il y a des différences entre les garçons et les filles. Donc quel regard tu as sur ces activités-là barémées? Ça, c'est une réalité physiologique. Si tu veux constater des singularités, des spécificités à chaque sexe, c'est très documenté aujourd'hui. On sait par exemple que les féminines ont des capacités de récupération, notamment d'efforts anaérobie, supérieures à celles des masculins, parce que elles ont par exemple une quantité de fibres lentes plus importante. Donc, elles sont en général capables de réitérer des efforts très intenses de manière plus rapide. Et donc, ça m'amène à un premier constat, c'est que souvent on crée des différences là où il faudrait pas en créer, et à l'inverse, on va pas saisir des opportunités d'entraînement qui répondent à des spécificités d'un sexe ou de l'autre et qui permettraient d'avoir des meilleurs progrès. Par exemple, le stéréotype classique en sport de force ou de vitesse max, qui sont aussi des sports de force quelque part,
eh bien, c'est de considérer les femmes comme des faibles femmes. Et du coup, on va réguler souvent des barèmes de manière beaucoup plus modeste sur des charges maximales. Je ne sais pas à quel point c'est vrai en EPS, mais je le constate dans beaucoup de disciplines sportives, où finalement, on fait fi de la force relative qui les remet sur un pied d'égalité. En le disant très simplement, il n'y a pas de faible femme, en fait. Quand on ramène ça au poids de corps, aux fibres musculaires, à la surface musculaire et à tout un tas de paramètres très observables, eh ben, on se rend compte qu'elles sont tout à fait capables d'encaisser des charges absolues comme les hommes. Voilà. Donc là, on fait des différences là où il ne faudrait pas en faire. Et puis à l'inverse, on ne va pas prendre en compte l'exemple que je prenais tout à l'heure de la capacité de récupération et on va se dire, finalement, sur des séries de 8 répétitions où on va faire 4 séries pour les hommes comme pour les femmes, eh ben, on va se baser sur le référentiel des hommes en disant, vous allez prendre 1 minute 30 de repos, puis on va même vous donner 2 minutes parce que quand même, vous êtes des femmes, donc on va vous donner un petit peu plus de repos, alors qu'il faudrait faire exactement l'inverse. Justement, vous êtes des femmes, vous avez plus de fibres lentes, vous avez une capacité de réitération des efforts plus importante, et donc vous allez pouvoir vous exprimer plus facilement sur une fréquence plus élevée, quitte à l'inverse, parce que justement elles sont à l'aise sur les hautes intensités, faire des séries plus courtes et plus nombreuses. Donc en fait, il faut peut-être sortir un tout petit peu de la lecture barème évaluation et se dire quelles sont les conséquences des singularités et des spécificités hommes-femmes sur les contenus d'entraînement et les contenus pédagogiques. Qu'est-ce que ces singularités induisent dans mes choix méthodologiques pour que derrière j'ai les meilleurs résultats en fonction du sexe? Entre eux, j'ai l'impression quand même que dans ce que tu dis, ça vient profondément discuter cette question des barèmes et qui aujourd'hui finalement presque enfermerait les éducateurs ou les enseignants d'EPS dans un type de pratique particulier très binaire. Non. Oui, sans aucun doute. Alors moi, c'est vrai que j'ai pas une connaissance experte de vos barèmes en fonction des disciplines. J'en ai la lecture par mes enfants et par ma pratique, mais qui date un petit peu maintenant. Effectivement, c'est quelque chose qui m'a toujours un peu interpellé, moi, parce que du coup, et tu as raison, quelque part, ça enferme un peu, alors même que la réalité de l'interaction, c'est un cycle de pratique, plus qu'une évaluation à un moment donné. Donc, ça fait partie du jeu, évidemment, c'est important. Mais il faut pas que, je pense, ça nous enferme dans quelque chose qui, pour moi, crée de la différence là où il n'y en a pas forcément, justement. Et si on doit créer de la différence, il faut qu'elle soit pertinente, qu'elle ait un sens utile. Typiquement, les femmes, elles ont un métabolisme inversé sur celui des hommes à l'effort. Ça, on le sait, c'est très documenté. Elles ont une capacité à mobiliser les graisses qui est plus importante. La lipolyse, elle est plus efficace chez les féminines. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que par contre, en dehors des séquences d'effort, eh ben, elles ont plutôt tendance à stocker des graisses. Okay, ça s'explique évidemment de manière assez évidente sur l'évolution de la race humaine. Mais cette singularité-là, elle est hyper importante sur la machine hybride qu'est le corps humain. Parce que du coup, toutes les constatations qui sont faites sur des hommes depuis des années de science, eh ben, sont pas toutes applicables stricto sensu sur des féminines. Par exemple, celle sur la gestion des efforts très longs pour perdre du poids. Probablement que la lipolyse chez les femmes, elle se comporte de manière tellement différente qu'elles réagiront beaucoup mieux et sortiront plus vite de leur zone de confort en allant sur des efforts fractionnés à haute intensité anaérobie. Donc, c'est pour ça aussi que des disciplines comme le CrossFit, vous appelez ça le cross-training en EPS, sont si populaires chez les féminines. C'est quasiment 50-50 de pratique. Et les femmes adorent ça parce que ça marche très bien, parce que justement, elles sortent très vite de leur zone de confort et atteignent tout de suite des espaces de pratique efficaces pour leur consommation de lipides. Donc, finalement, c'est des questions un petit peu plus de chemin que de résultats que je pose sur les singularités hommes-femmes. Alors, dans l'article de la revue Contre-Pied du magazine La Condition Physique qui vient d'être publié, tu développes toute une partie autour de la question vers une pratique plus égalitaire. Est-ce que tu peux nous donner quelques pistes qui pourraient être signifiantes pour nos collègues, pour notre monde, à partir justement
des travaux scientifiques que je rappelle, on partagera dans les liens de Zoom et aussi sur les réseaux sociaux. Quelles seraient un peu les pistes à prendre en compte? Ouais, on peut carrément donner une revue de littérature pour ceux que ça intéresse. C'est encore une fois très très documenté. Et effectivement, revoir ces paramètres de pourcentage de charge maximale sur des efforts anaérobie à haute intensité. Alors, on pense évidemment aux efforts musculation, c'est ceux qui sont plus cristallisables, mais ça s'applique tout à fait à de l'athlétisme, ça s'applique tout à fait à des efforts anaérobie où on va avoir la création, de l'impulsion motrice très très intense. Bon, en réalité, il est probable que on soit souvent en train de sous-charger en termes d'intensité les jeunes filles, alors qu'elles répondent très très bien à des charges à très haute intensité, que ce soit des charges métaboliques ou des charges nerveuses. On est probablement en train de leur donner trop de temps de récup. En général, on donne plus de temps de récup qu'aux garçons, alors que c'est plutôt l'inverse. Et en revanche, on les laisse dans des zones de confort, et donc moins efficaces, hein, en les plongeant dans des séries plus longues ou des séquences trop aérobies, trop prolongées, alors qu'on gagnerait à scinder le travail, augmenter l'intensité, augmenter la fréquence et donc le volume, le nombre de séries. Donc ça, c'est quand même assez concret, si tu veux, comme organisation sur le terrain. Et pour autant, on ne tombe pas dans de l'ultra-individualisation. Évidemment, dès lors qu'on parle des féminines, on va partir sur les cycles menstruels, par exemple, chez les jeunes filles, pour marquer une différence très notable. Et ça, évidemment, il y a des grandes règles, mais enfin, quand même, on se retrouve vite à individualiser énormément, par essence, les prescriptions. Donc, c'est pas forcément hyper confortable sur le terrain en EPS, j'imagine bien, avec des grands groupes. En revanche, ce que j'ai décrit avant sur les intensités, la fréquence de série, la durée de série, le nombre de répétitions et la nature et le temps de récupération, ça, c'est des grandes lignes qui sont quand même généralisables et qui permettent de faire une forme d'individualisation collective. Merci Aurélien. Alors, je me tourne vers nos trois invités. Est-ce que vous avez envie de réagir par rapport à cette interview? Oui, moi Une je veux bien remarque, réagir. Vas-y, Nathalie. Moi, je suis enchantée de cette interview et voilà, moi, je suis sur le terrain, hein, j'enseigne en lycée, mais ça, donc c'est des questions professionnelles que j'ai tous les jours, hein, mais là, de la place que j'occupe aujourd'hui là, dans l'entretien, ça me permet de pointer quand même combien finalement ce qui outille les enseignants pour sortir des stéréotypes de genre que l'on fait vivre aussi, parce qu'il n'y a pas qu'en mettant un barème mixte ou en compensant les choses qu'on va arrêter enfin, ils seront ils sont pour autant toujours à l'œuvre dans des choses beaucoup plus, qui s'inscrivent beaucoup plus dans des caricatures ou des choses qui vivent toujours, des images qu'on se fait et qui sont toujours un peu actives. Et donc, c'est quand même bien la connaissance de l'activité, enfin, des théories de l'apprentissage, des spécificités physiologiques, etc., qui permet d'aller plus loin dans la construction des contenus et la connaissance de l'activité, donc l'analyse vraiment de l'activité, de la référence sociale, pour sortir, pour donner des éléments de lecture aux enseignants qui sortent du coup et qui empêchent de réactiver des choses anciennes sur les garçons sont plus ceci, les filles sont plus cela, parce que ça permet d'aiguiller le regard et de décrypter les comportements pour aller vers des états du savoir. Et ça veut dire qu'on pose la question de la norme ou la question de la référence doublement. Finalement, le barème, il est au bout du processus. La première raison de la construction des inégalités, c'est les choix d'objets que l'on fait, la façon dont on construit les contenus, enfin les dispositifs pour les rendre accessibles et donner le chemin d'accès à l'ensemble des élèves, filles, garçons. Et finalement, plus plus enseignants seront outillés sur les spécificités des activités dans les connaissances technologiques, physiologiques, sur les élèves et sur les activités, finalement, il me semble que plus ils pourront se défaire des stéréotypes de genre, plus ils pourront aller vers une égalité réelle, une égalité dans la construction des savoirs et non pas dans des réparations
Parce que finalement, on a tous vécu la question de se dire comment on fait le barème. On fait des moyennes de l'ensemble de nos classes. On recueille des données initialement, on relocalise les choses. Donc il faut quand même garder en tête une référence extérieure pour trouver un niveau d'ambition qui soit pas ramené à l'échelle de nos classes, à l'échelle de nos établissements. Donc cette référence extérieure sur l'analyse des productions les plus affinées, les plus hautes, pour revenir à pour garder la complexité dans nos évaluations. La complexité, ça veut dire la richesse, ça veut dire qu'on reste au cœur de ce que l'activité qu'on choisit d'enseigner peut apporter de développement dans la motricité, dans la cognition, dans la perception et dans l'environnement. Voilà. Donc, je suis enchantée de cette Parfait, contribution merci. de ce coach. Ouais, merci. Merci. Alors, à moins que Lucille Oui, je vois qu'elle met son micro. Donc, de façon courte, Lucille, une petite réaction? Oui, non, mais je trouve que ce qui est très intéressant, c'est dans l'intervention d'Aurélien, c'est que ça nous fait douter des évidences. Et je trouve que c'est vraiment ça. C'est ce qu'il faut questionner. Ce qui nous paraît évident, est-ce que finalement, c'est pas des constructions sociales qui sont tellement ancrées qu'on ne les questionne même plus? J'ai pris l'exemple des catégories sociales tout à l'heure, mais ça pourrait être vrai avec la taille. Pourquoi on ne fait pas des barèmes pour les grands et pour les petits en basket? Est-ce que les grands ne sont pas plus avantagés finalement? Euh, Pourquoi on se pose la question pour les filles et pour les garçons et pas pour toutes les autres différences physiques, physiologiques qui existent? Donc il y a quand même les rapports de domination derrière, la question des inégalités et quand même la domination des hommes sur les femmes en général dans la société. Et c'est pour ça qu'on s'est posé ces questions-là. Donc ça va plus loin. Je pense qu'on peut pas enfin, terminer cette soirée, je sais pas si c'est la fin, mais sans parler non plus des élèves qui rentrent dans aucune case, qui sont par exemple les élèves intersexes, les élèves trans, euh, pour qui on a une obligation d'inclusion, à juste titre, par la loi, par la circulaire de 2011. Et par ailleurs, on a des pratiques, encore une fois, avec des injonctions contradictoires qui font si on suit stricto sensu nos barèmes, on peut même pas les évaluer. Et donc, on les discrimine, malgré les obligations légales. Et ça, c'est dramatique. Alors, la soirée n'est pas encore finie, justement. On a Aurélia Vavelet qui est dans les starting blocks donc qui est enseignante de PS à l'Académie de Reims. Alors, Aurélia, toi, tu as la particularité d'avoir réussi, on va dire, à proposer un barème mixte quand tu étais en poste dans une académie qui a été refusé. Alors, est-ce que tu peux revenir un peu sur ce processus? C'est-à-dire que tu étais en lycée pro et tu as proposé à tes élèves un barème mixte. Oui, alors bonsoir à toutes et à tous. Donc j'ai travaillé avec des barèmes mixtes dans les activités athlétiques et en particulier les courses avec des classes de CAP, de bac pro et également des classes de troisième. En fait, dès que j'en ai la possibilité, je n'utilise pas de barème différencié selon le sexe. Pour établir mon barème, comme je ne suis pas spécialiste en athlétisme, je vais m'appuyer sur les performances de toutes les classes que j'ai pu avoir. Quand j'ai le temps, je teste aussi les épreuves moi-même et j'essaye d'avoir en tête à la fois les barèmes des textes officiels donc, qui ont existé pour les examens, les barèmes UNSS, les barèmes fédéraux, les barèmes du sport de haut niveau. Enfin, j'essaye de... Voilà. L'objectif étant de justement ne pas faire un barème maison qui sort de nulle part. Euh, et ensuite, je réduis l'étendue du barème. Donc, par exemple, si je prends les anciens barèmes des textes officiels, qui me semblaient un peu trop difficiles pour les garçons et trop faciles pour les filles. Mais je précise que la programmation des activités barémées s'accompagne pour moi d'une réflexion autour des profils de classe, de la possibilité de mettre en place des cycles longs. Par exemple, en terminale CAP, je ne programme que 2 cycles d'activité sur l'année pour favoriser la progression et la réussite des élèves, et d'encouragement des élèves à s'orienter vers une pratique à l'association sportive et pourquoi pas extrascolaire. Parce que de toute façon, dans les autres matières, on leur donne des devoirs pour progresser, en plus des leçons en présentiel, donc pourquoi pas en EPS. D'accord, donc toi tu investis même le temps hors scolaire pour inciter vraiment le progrès et la transformation de tes élèves. Bon, mais quand même, Aurélia, lycée pro, on a quand même des... Ça résonne quand on est prof de PS avec quand même des résultats ou des performances très marquées entre les garçons et les filles. Alors, je suppose que dans tes classes, tu as eu ça aussi. Comment tu... Parce que tu dis dès que je peux.
C'est-à-dire que c'est pas automatique. Comment tu gères cette question, cette tension? Est-ce que tu peux nous dire comment dans tes classes, puisque tu as eu plusieurs classes, comment tu as travaillé ce sujet-là? Oui, donc c'est vrai que dans certaines classes, ben, notamment dans certaines filières de lycée professionnel, on peut avoir des différences entre les filles et les garçons qui sont énormes. Euh, mais dans ces classes, il y a aussi un ou plusieurs garçons et filles qui ne rentrent pas trop dans les normes instituées par justement un barème différencié en fonction du sexe. Et là, donc, on ressent que les conséquences pour ces élèves peuvent être très difficiles à gérer. Par exemple, l'élève fille qui va obtenir 20 sans forcer, bah, elle risque éventuellement de se faire appeler garçon manqué et aussi peut-être d'être mise à l'écart des autres filles si ce sont des filles qui adhèrent très fort à un modèle féminin qui va plutôt les éloigner de la pratique sportive. Et pour le garçon qui est loin de la moyenne du barème garçon dans un profil de classe comme ça peut être, je dirais même plus difficile, c'est sa virilité qui va être remise en question par ses pairs, donc par là son identité masculine, à un âge où il est déjà compliqué de s'affirmer et où le sentiment d'appartenance à un groupe est très important. Donc je pense que dans ce profil de classe, et là j'insiste, je parle en particulier du lycée professionnel, soit on choisit, là je vais être un peu radical, soit on choisit de pas programmer d'activité barémée parce qu'on n'a pas les conditions qui nous le permettent, donc on le fait pour les élèves bien sûr, soit on s'arrange quand même pour créer des conditions qui permettent de faire progresser réellement les élèves, mais alors ça va pas se limiter à un cours hebdomadaire de PS, et ça s'accompagne aussi d'un travail de déconstruction des représentations genrées dans le sport. Donc c'est quand même un gros travail. C'est aussi du long terme. Donc pour moi, il faut programmer ces activités chaque année pour que les élèves aient réellement la possibilité de se transformer. Ça peut aussi s'accompagner de projets solidaires ou sportifs pour conforter leur engagement. Euh, En fait, il faut tout faire pour ne pas aboutir à des notes sanctions. Mais pour moi, valoriser des performances médiocres, c'est pas non plus une solution. Autant ne pas enseigner l'activité. Et en plus, nos élèves ne sont pas du tout dupes. Donc, harmoniser les notes après les évaluations, ça, pour moi, ça n'apporte pas de réponse pour nos élèves les plus en difficulté, parmi lesquels j'ajouterais qu'il n'y a pas que des filles. Je pense que il faut tester des choses, il faut observer, faut être indulgent avec soi-même aussi, hein, parce que là, enfin, c'est quand même, c'est des problématiques difficiles à gérer. Et bah, être indulgent comme on peut l'être par exemple avec nos élèves, essayer de comprendre quand on fait des choses que ça fonctionne pas. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de continuer à réfléchir, à faire évoluer les inégalités à l'école comme dans la société. Et ben, ça passe aussi, comme Lucille le disait, par le fait de continuer à revendiquer de bonnes conditions d'apprentissage pour tous nos élèves. Alors, avant que vous ayez une réaction, chacune d'entre vous, parce que on a ce soir que des femmes à cette soirée, ça change un peu d'autres fois où il y a beaucoup que des hommes, donc on inverse un peu écho des luttes. Émilie Ducré nous amène à Mayotte. Salut tout le monde, ce soir on part à Mayotte. L'île a été ravagée par le cyclone tropical Chido le 14 décembre et le 12 janvier, les pluies torrentielles de la tempête Dikeledi ont balayé Mayotte. On aurait pu penser que suite à ces catastrophes, l'État aurait organisé et engagé les grands moyens. Sur place, on a dû s'activer très très vite parce qu'on a vu vraiment aucune aide se mettre en place, que ce soit de la part de l'État et des associations, des grosses ONG notamment, on n'a toujours rien vu. Donc on s'est mobilisé avec une petite association qu'on avait montée auparavant, une association omnisport affiliée à la FSGT. Et du coup, on s'est tourné directement sur l'action humanitaire à travers des distributions de denrées alimentaires principalement. On organise une distribution donc avec l'association My Omnisport et toutes les donations. C'est un des quartiers qui a été dévasté. C'était que des habitations en tôle ici. C'est un quartier qui se trouve derrière les établissements scolaires. Quand les mamans vont passer là, ils vont avoir chacun des sardines et du farine. Le 13 janvier, c'était la rentrée scolaire normalement. Elle a été repoussée au 20 puis au 27 janvier.
La FSU, avec l'intersyndicale, a déposé un préavis de grève et organisé une manifestation pour exiger des conditions de reprise sécurisées pour les élèves et les agents. Quand vous regardez sur le terrain, il faut regarder les écoles. Décemment, on ne peut pas mettre les gamins dans ces conditions-là, dans ces écoles-là. Au niveau des services publics, tout est extrêmement dégradé. Dans les écoles, il manque énormément d'enseignants, on a une grande majorité de contractuels. Nous, en EPS, certains établissements qui n'ont aucune infrastructure sportive. On a beaucoup de violences qui sont majoritairement liées aux guerres de quartier. On enseigne vraiment dans des conditions très difficiles par rapport à la chaleur. Le 30 janvier, lors de la venue d'Elisabeth Borne, il y avait 1100 enseignants dans les rues de Mamoudzou. Grâce à l'accentuation du rapport de force, l'intersyndicale a pu rencontrer la ministre le 31 janvier et le directeur général des ressources humaines et la direction du rectorat le 18 février. Ils ont gagné. L'affichage des rapports des commissions de sécurité devant les établissements scolaires, la simplification et l'extension de l'aide Chido qui a dû être versée le 7 mars, l'arrivée de 3 psychologues de la MGEN supplémentaires sur l'île. Ils ont aussi fait avancer des revendications antérieures à Chido. La question de l'indexation des salaires doit être discutée au niveau interministériel. L'avancement à la hors-classe dès le 7e échelon doit être prolongé pour le premier degré et étendu au second degré. Un classement REP+ pour Mayotte sera discuté avec la DGESCO. La situation des contractuels devrait être améliorée. Ircantec, concours interne, titularisation sont à l'étude. Mayotte a vraiment besoin d'un plan d'urgence pour l'éducation. Le rapport de force permet des avancées. Courage, ne lâchons rien. Écho des luttes qui fait aussi écho à justement des questions d'égalité plurielle, hein, puisque là on est sur l'égalité garçon-fille, mais on sait que dans notre territoire il y a aussi des inégalités importantes en fonction des lieux où on vit, des contextes sociaux, voilà. Donc je ne développe pas plus. Le mot de la fin. On a entendu la réflexion, les petits pas qu'a pu faire Aurélia dans aussi son travail, son analyse professionnelle pour essayer de trouver des solutions, pour jamais rien lâcher, hein, parce qu'il y a de l'ambition hein, sur la volonté de transformer les élèves, sur aussi l'attention sur les processus de socialisation. C'est vrai parfois qu'on oublie un petit peu trop rapidement. Alors, le mot de la fin. Fabienne, ton mot de la fin. J'avais envie de partager avec vous un témoignage de deux étudiantes, de trois étudiantes. Mhm. Donc, je leur ai demandé qu'est-ce qu'elles pensaient des barèmes mixtes en cours d'orientation. Donc, Amalia et Maïna m'ont dit, cela ne nous dérange pas. C'est mieux qu'au lycée. En marchant, des copines ont eu 16 sur 20. J'ai eu 20. Avec la même performance, les garçons avaient eu 12. Les filles du collège ne s'engageaient pas en EPS. Voilà, ça, c'était le premier témoignage. Et puis le second, je suis sensible à cette question. Cela renforce l'égalité entre les filles et les garçons, pour Laureline. Et puis les garçons que j'ai interrogés, eux, on dit que l'évaluation leur semblait, on va dire, égalitaire, en sachant qu'on pouvait mettre un point de plus aux filles, mais eux, ils ne pouvaient pas parler à la place des filles, donc ils laissaient les filles prendre la parole par rapport à la question de l'évaluation. Donc, merci beaucoup en tout cas aux collègues qui ont témoigné aujourd'hui là sur cette table ronde et Aurélien particulièrement parce qu'il nous a, voilà, je vais m'empresser d'aller lire Contre-pied, le prochain Contre-pied pour avoir des nouvelles données sur la biologisation des différences dans les pratiques sportives. Merci Fabienne, puis on partagera aussi l'article que tu as pu réaliser. Je pense que d'ailleurs je l'ai vu passer dans la dernière lettre du Centre Paix Société. Il a été mis en avant. C'est un article que tu avais écrit il y a quelque temps, justement, toutes ces réflexions-là. Le mot de la fin, je ne sais pas laquelle de vous trois veut commencer en ligne. Je vois Nathalie qui bouge, qui dit non, donc ce qui veut dire non, moi c'est comme vous voulez, non, si, non, moi, mais je vais laisser honneur le à toi, mandat honneur à toi. à On commence Lucie, par c'est celle, peut-être bien on commence par celle qui est termine. la plus loin de Paris. C'est toi la plus loin de Paris. Parfait. Eh bien moi, je retiens là du témoignage d'Aurélia que finalement la notion du barème, donc de la traduction chiffrée hein, des acquisitions et de cette justesse et de cette justice dans cette traduction chiffrée des acquisitions, eh bien elle peut la mettre en œuvre sur un barème qui les efface, ou en tout cas qui les considère plus comme des différences.
que lorsqu'elle a les conditions pour que l'apprentissage soit possible pour les deux. Et moi, je crois que c'est ça qu'il faut quand même pointer, parce qu'on voit bien, par exemple, hein, que dans les sports co, par exemple, on a des barèmes qui sont, on évalue selon les mêmes critères. On garantit pas forcément la réussite. Par exemple, en volleyball, hein, c'est quand même plus compliqué c'est souvent les filles qui sont à la ramasse hein, en volleyball pour plein de raisons. Et pour autant qu'on les note sur le même barème, c'est compliqué si on n'a pas les outils pour enseigner, pour maîtriser ça et ces difficultés-là. C'est compliqué d'amener tout le monde à une réussite. Donc oui, c'est les conditions d'apprentissage, hein, le travail sur les conditions d'apprentissage qui sont et les connaissances de ça qui sont les meilleurs outils, il me semble, pour démonter et mettre beaucoup moins à l'œuvre les stéréotypes de genre que nous-mêmes, les enseignants, on fait fonctionner souvent à notre insu, et qui sont aussi des refuges quand on n'a plus d'outils pour analyser l'activité et pour permettre des progrès réels. Parce que comme le dit Aurélia, je suis bien d'accord, les élèves, ils sont pas dupes de qui a vraiment réussi, de qui a vraiment progressé, et même leur propre réussite. Quand ils viennent contester leurs notes, on leur dit, bah, écoute, pas de problème, je te mets 20 tout de suite, là. Est-ce que ça te satisfait d'avoir 20 tout de suite? Parce que la note, c'est quand même une convention, mais une convention qui doit pas masquer des fausses réussites et qui doit pas mettre les élèves dans voilà, le non-respect d'eux-mêmes et de leur avancée. Voilà. Merci Nathalie, et on aura l'occasion de te retrouver en titre des didacticiennes atterrées pour partager avec nous votre regard, hein, puisque vous êtes un collectif, sur justement les pratiques de l'éducation physique et sportive, essayer de réinjecter un peu de didactique dans tout ça. Aurélia, le mot de la fin pour toi. Euh, je, simplement, je voulais ajouter que oui, un barème différencié, c'était vraiment un mauvais signal à envoyer aux filles. Je voulais insister là-dessus. C'était leur montrer qu'elles étaient inférieures a priori. Et ce qu'on cherche, c'est à transformer tous les élèves, leur faire vivre des expériences corporelles variées et intenses. Et donc, voilà, pour ça, il faut que, au départ, tout le monde puisse avoir l'impression d'être capable de progresser euh, et d'apprendre à égalité, en fait. Merci Aurélia. Lucille, le mot de la fin pour toi. Euh, oui, moi, enfin, j'ai bien aimé quand Aurélia, elle a formulé l'idée qu'il fallait pas se culpabiliser et essayer d'être indulgent avec soi-même parce que enfin, la tâche, elle est immense. L'ancrage des inégalités de genre, elle est monumentale, en particulier dans le milieu du sport. Et du coup, je pense que toutes les avancées qu'on peut faire, aussi minimes soient-elles, et déjà rien que le fait de se questionner et d'avoir en tête qu'on est toutes et tous producteurs et reproducteurs de stéréotypes, c'est déjà un premier pas pour essayer de lutter contre. Et puis, ben, j'en profite aussi pour dire qu'au SNEP, effectivement, on a bien avancé sur ces questions avec la définition de cette égalité sans condition qui, pour nous, est fondamentale. Et je reprends pas tout le développement de tout à l'heure, mais c'est aussi par cette définition de l'égalité qu'on sait où on va. Et peut-être que à certains moments, les mesures compensatoires, dans certaines conditions, Aurélia l'a dit, ça peut permettre certaines avancées, mais ça peut pas être un objectif politique et ça peut pas être un horizon pour casser cette domination. Voilà. Bruno? Oui, Nathalie? Ouais, juste quand même, parce que ce qu'on ne dit pas quand même dans les contraintes là, des barèmes et de la notation, c'est que la place que prend l'évaluation et les fonctions que ça remplit au-delà même de la traduction, de la réussite. Et les enseignants sur le terrain sont quand même pris là dans cet acte de noter, dans des, dans des dilemmes terribles. Parce que, notamment en lycée, avec la pression qu'ont les élèves sur Parcoursup, avec la pression des familles, avec l'inquiétude qui fait que la possibilité de ne pas réussir tout de suite est un stress terrible. Et donc, c'est, euh, c'est compliqué de poser cet acte qui permet le climat de la classe, qui permet la confiance à un élève, de donner confiance à un élève, de ne pas décourager quand on met une seule note. Et avoir comme le dit Aurélien, hein, avoir la tranquillité de pas forcément bien réussir et de pas tout bien faire, mais à la fois, il faut pouvoir avoir l'assise pour poser une note qui pose vraiment un lien avec l'apprentissage ambitieux pour le PS. Voilà. Merci. Et effectivement, en plus, quand on sait aujourd'hui
la façon dont est gérée l'évaluation en terminale et les arrangements divers et variés évaluatifs qui sont réalisés par les enseignants pour essayer de compenser ou pour essayer de pouvoir s'en sortir du point de vue de la réalité professionnelle. Bon, ça vient vraiment questionner la place que peut prendre l'évaluation. Et c'est vrai qu'Aurélien nous invite à faire un pas de côté, finalement, en se disant comment on peut réaccorder beaucoup plus de place et d'importance à des différences entre les garçons et les filles, mais qu'il faudrait reconsidérer justement pour faire progresser davantage les garçons et les filles dans les processus d'apprentissage. Et là-dessus, de ce point de vue-là, on a encore beaucoup de choses à inventer, à créer, à travailler. Et bon, cette soirée-là, elle visait à questionner un peu le thème, hein, à proposer des pistes, des hésitations. On espère que vous allez vous en saisir pour travailler et œuvrer à plus d'égalité, parce que là-dessus, on a tous et toutes à y gagner pour construire l'avenir, je dirais plus globalement, hein, de la société, mais en tout cas au moins des prochaines années en ce qui nous concerne. Alors, pour conclure cette soirée de l'éducation physique, sur la question des barèmes mixtes, deux ouvrages qu'on souhaite mettre en avant ce soir. Enseignant, le grand déclassement de Géraldine Fargès et Igor Martinache à la collection PUF, La vie des idées, qui vient tout juste de sortir. C'est un petit livre de 120 pages qui est très bien réalisé, qui se lit rapidement, qui est une série d'articles et qui va venir vraiment articuler les questions de l'augmentation des contractuels, les questions salariales, la baisse de l'attractivité avec des questions plus politiques sur la gestion des enseignants et justement plus en profondeur sur les politiques éducatives et le service public. L'ouvrage y fait la démonstration du lien entre politique salariale et gestion des carrières et réussite scolaire des élèves. Autrement dit, lorsque certains pensent qu'une bataille sur les salaires serait très corporatiste et centrée sur son salaire de professeur, l'ouvrage apporte notre regard. Par exemple, Géraldine Fargès montre dans son article Travaux à l'appui de Thalys, PISA, de nombreux très référencés, que les systèmes éducatifs où les enseignants se sentent le plus valorisés socialement sont ceux aussi où les élèves réussissent le mieux. Un autre regard aussi tout à fait intéressant, celui de Sandrine Garcia, qui démontre comment la différenciation pédagogique est à la fois présentée comme un moyen de permettre à tous et toutes de trouver leur place dans la classe et un sens à leur présence à l'école, pour ne pas les décourager d'apprendre. Et ce qui fait en fait un moyen de cette gestion de l'hétérogénéité sans pour autant réduire les écarts entre les élèves. Elle ajoute, cela rend les enseignants responsables de l'échec scolaire parce qu'ils seraient à la fois incapables de saisir la richesse que représente l'hétérogénéité des élèves et de mettre en œuvre une pédagogie différenciée. Cette injonction est ainsi à la fois un moyen de gérer les inégalités au sein du système scolaire et un outil de responsabilisation des enseignantes. À lire, à parcourir, à découvrir. Un autre ouvrage toujours plus haute de Marion Potvin et Cosmo Dachien-Amar comme illustratrice aux éditions Sans Dessus-Dessous en 2025. Un petit clin d'œil pour ce livre de littérature jeunesse qui raconte l'histoire de Marion Potvin, qui va gravir des sommets et sortir des chemins attendus. À 39 ans aujourd'hui, elle est secouriste et guide de haute montagne. Un métier encore aujourd'hui essentiellement masculin. Elle est la première femme admise au groupe militaire de haute montagne, la première femme au sein de l'équipe élite de l'armée. Un parcours de vie inspirant pour la jeunesse qui montre les résistances encore importantes de la société à l'égalité et la force des femmes pour gravir et conquérir des sommets a priori inaccessibles. Bonne soirée à toutes et à toutes et à bientôt. À bientôt, pardon. C'est-à-dire quoi EPS?